Pour vraiment piger la Russie d'aujourd'hui, faut se pencher sur l'homme à sa tête. C'est quoi le grand plan de Vladimir Poutine? En fait, c'est bien plus qu'une simple question de pouvoir. C'est un projet, en vrai, pour restaurer un empire. Dans les minutes qui suivent, on va décortiquer ensemble sa vision, ses méthodes et aussi les failles de ce plan. Le truc, avec Poutine, c'est qu'il faut vraiment écouter ce qu'il dit. En 2005, il a prononcé une phrase qui résume à peu près tout. Pour lui, la fin de l'URSS, c'était pas une libération. Non, c'était la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Et cette phrase, elle est loin d'être anodine. C'est le traumatisme fondateur, la blessure originelle, qu'il est obsédé par l'idée de guérir. Et attention, cette catastrophe, c'est pas juste une idée en l'air, c'est du très concret. Quand l'URSS s'est effondrée, la Russie a perdu 5,5 millions de kilomètres carrés. C'est juste gigantesque. Pour se donner une idée, c'est l'équivalent de toute l'Union européenne. Vu de Moscou, c'est une véritable amputation. Mais il n'y a pas que les terres, il y a les gens. Imaginez, du jour au lendemain, 25 millions de personnes parlant russe se sont réveillées en dehors des frontières de la Russie. Pour Poutine, ce ne sont pas juste des étrangers, ce sont des compatriotes qu'il faut protéger. Et ça, c'est devenu l'argument en or pour justifier des interventions militaires chez ses voisins. Alors, c'est quoi le plan au final? Attention, l'idée, c'est pas juste de gratter des territoires. L'ambition de Poutine est beaucoup plus grande. Il veut redonner à la Russie la puissance qu'elle avait au XVIIIe siècle, du temps des tsars. C'est une quête de grandeur, un retour vers un passé fantasmé pour redevenir un pôle incontournable dans le monde. Sauf que voilà, pour bâtir un empire, les tanks, ça suffit pas. Il faut une idée forte, un récit, une histoire à raconter. Et le projet de Poutine s'appuie sur une idéologie très puissante qui mélange culture, religion et histoire pour justifier son expansionnisme. Au cœur de cette idéologie, on trouve le Rousski Mir, le monde russe. L'idée est assez simple. Partout où l'on parle russe, la Russie a son mot à dire. La langue et la culture deviennent alors de véritables armes politiques, qui transforment les minorités russophones à l'étranger en puissants leviers d'influence pour Moscou. Et là, on a un exemple parfait de comment l'histoire est, disons, réutilisée. Le concept de Novoroussia, ou Nouvelle-Russie, un vieux terme de l'époque des tsars, a été ressorti des cartons après 2014. Le but, créer une justification historique, presque une légitimité, pour l'annexion de la Crimée et l'invasion de l'Ukraine. Et pour souder une nation, quoi de mieux qu'un ennemi commun? La construction est claire. D'un côté, on a la Russie, présentée comme la gardienne des valeurs traditionnelles, soutenue par l'État et l'Église orthodoxe. De l'autre, un Occident décadent, dépeint comme une menace existentielle. La stratégie est double et elle est redoutable. En interne, ça soude la population et à l'externe, ça justifie une politique étrangère agressive. Bon, toute cette idéologie, évidemment, ça reste pas que des mots sur du papier. Ça passe à l'action. Parce que dans la vision de Poutine, quand la diplomatie et l'influence ne suffisent plus, c'est la force militaire qui prend le relais pour faire avancer le projet impérial. Quand on regarde cette frise, on voit un schéma qui se répète, presque comme une mécanique bien huilée. 2008 en Géorgie, 2014 puis 2022 en Ukraine. À chaque fois qu'un pays voisin semble un peu trop regarder vers l'ouest, Moscou répond par la force. C'est une escalade méthodique pour imposer par la force sa sphère d'influence. L'annexion de la Crimée en 2014, c'est un peu le cas d'école. Le mode d'emploi parfait. Étape 1, les troupes russes, sans insigne, prennent le contrôle des points clés. Étape 2, on organise à la va-vite un référendum sans aucune valeur aux yeux du monde. Et hop, étape 3, intégration forcée à la Russie. Une recette rapide, efficace et terriblement redoutable. Mais l'arsenal de la Russie ne se limite pas aux tanks et aux missiles. Loin de là. Elle a peaufiné une méthode bien plus sournoise pour déstabiliser ses adversaires de l'intérieur sans forcément déclencher une guerre ouverte. C'est ce qu'on appelle la guerre hybride. Et dans cette boîte à outils de la guerre hybride, il y a de tout. Côté numérique, des cyberattaques pour paralyser les infrastructures d'un pays. Côté info, des vagues de désinformation pour semer la zizanie. Côté politique, un soutien discret mais efficace à des partis alliés. Et sur la scène mondiale, des alliances de circonstances avec tous ceux qui partagent la même hostilité envers l'Occident. Ok, mais concrètement, ça donne quoi? Prenons l'exemple de NotPetya, en 2017. Ce qui a commencé comme une cyberattaque qui semblait ciblée sur l'Ukraine s'est échappé et s'est transformé en un véritable fléau numérique mondial, paralysant des entreprises géantes bien au-delà du champ de bataille initial. Et la facture de cette seule attaque, accrochez-vous bien, plus de 10 milliards de dollars de dégâts à l'échelle mondiale. Ça donne une petite idée de l'impact bien réel de ces opérations qui se jouent loin, très loin des champs de bataille traditionnels. Seulement voilà, ce grand plan impérial, il a des failles, de sérieuses failles.
Le rêve commence à se cogner sérieusement au mur de la réalité, avec des défis énormes qui pourraient bien tout faire dérailler. Le premier gros caillou dans la chaussure, c'est le fric, l'argent. Regardez un peu. Près de 40% du budget du pays part dans la défense et la sécurité. C'est colossal. Et pendant que l'armée engloutit des sommes folles, eh bien les autres secteurs, comme la santé ou l'éducation, trinquent. C'est une pression insoutenable pour l'économie. Et puis il y a l'autre bombe à retardement, plus silencieuse, mais tout aussi dangereuse, la démographie. Le taux de fécondité est à 1,41 enfants par femme. Le problème, c'est qu'il en faudrait 2,1 juste pour que la population se renouvelle. Le calcul est vite fait, le pays vieillit et se vide, et la guerre n'arrange rien. Moins de jeunes, ça veut dire moins de travailleurs, moins de soldats, bref, un pays qui s'affaiblit de l'intérieur. Bref, si on fait les comptes, les obstacles sont gigantesques. Une économie sous perfusion militaire, une démographie qui s'effondre, une fuite des cerveaux massive, une dépendance technologique croissante envers la Chine, et pour couronner le tout, une résistance ukrainienne acharnée qui ne lâche rien. Le rêve impérial se heurte à un mur de réalité bien dur. Tout ça nous amène à une question de fond, une question essentielle. En courant après la gloire d'un empire du passé, Poutine n'est-il pas tout simplement en train de brader l'avenir de la Russie? C'est peut-être là tout le paradoxe de son grand projet. Et la réponse à cette question, eh bien, elle définira le destin du pays pour les décennies à venir.